Alors la semaine s'est terminée, et le mois aussi s'est terminé, enfin est en train de se terminer, mais les marchés sont fermés pour le mois. En tous les cas, on a beaucoup parlé de Nvidia, peut-être même trop, même que c'était probablement la dernière chose qui aurait pu faire basculer le marché dans le mauvais sens. Autant pour moi, il ne s'est rien passé. Alors on va pas revenir trop sur le sujet, je crois que tout le monde en a marre, même Nvidia eux-mêmes doivent en avoir marre de parler que de leur trimestre, de leur puce et de ce qui se passe avec la Chine. Bref, un trimestre où le roi des semi-conducteurs, la plus grosse cape du monde, a tenu le coup. Ça n'a pas été aussi explosif que d'habitude, mais comme disait l'autre, jusque-là, ça va. Il va peut-être simplement falloir s'habituer à une croissance moins verticale, comme le disait très justement Jensen Huang. À la fin de semaine, aura quand même été merdique pour Nvidia, qui baissait quand même de plus de 3% ce vendredi. Et finalement, sur la semaine, le titre n'aura juste rien fait. Pour le reste, eh bien, on a pas mal parlé de la Fed, puisque Trump a continué son travail de sape environ Lisa Cook pour une sombre histoire immobilière et pour renforcer un peu plus son équipe à la Fed. Les chiffres économiques sont toujours dans les attentes, les gens qui les calculent ayant bien sûr trop peur de se faire virer, et finalement, la semaine est plutôt rouge en termes de performance, même si le marché reste globalement optimiste, parce que Powell, il va baisser les taux le 17 septembre, c'est plus qu'une certitude. La question qui reste donc à se poser, c'est de savoir s'il va pouvoir continuer à les baisser après. Eh oui, ce sera le challenge de cet automne. Bienvenue dans ce Swiss Bliss, bienvenue dans un marché qui semble quand même fatigué en cette période de rentrée scolaire. Et ça tombe mal, parce qu'on est en septembre, et en septembre c'est jamais facile, surtout si on est fatigué. Nous sommes le 30 août, et lundi les marchés seront fermés pour cause de Labor Day. Quant à moi, je suis Thomas Veillet, mais ça vous le savez. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Donc la semaine aurait été un peu à l'image de la volatilité, calme mais avec beaucoup de blabla derrière. Cette semaine, Donald Trump, le spécialiste des ressources humaines, a donc remis la Fed au premier plan. Il a viré Lisa Cook et s'est lancé dans un combat juridique à la Cour suprême pour justifier sa décision. Peu importe le résultat qui ressortira de ladite Cour suprême, le message reste clair, Trump veut prendre le pouvoir à la Fed aussi. Il veut baisser les taux massivement et le seul moyen, c'est de mettre ses pions en place. Et dès que Powell sera parti en mai 2026, il va faire plonger les taux directeurs de 200 points de base et si nécessaire, au risque de rallumer le feu de l'inflation. Pour l'instant, le marché s'en fout, mais un jour, il faudra quand même revenir sur le sujet parce que l'indépendance de la Fed est sacrée depuis des décennies et le fait que le président puisse faire ce qu'il veut avec aura forcément des conséquences sur les marchés. Mais visiblement, on a un peu de peine à se projeter, on voit ce qui est en train de se passer, on voit les membres de la Fed comme Waller et Bowman qui sont en train de tourner la veste pour espérer être dans les petits papiers de Trump lors du choix du nouveau calife en mai 2026. On voit tout ça. Mais pour le moment, le seul truc qui nous intéresse venant de la Fed, c'est la baisse des taux du mois de septembre, et puis c'est tout. En dehors du chapitre de la Fed, on a eu droit aux chiffres de Nvidia. Ouais, bon, on est d'accord, on revient pas sur le sujet. Il y a eu assez de vidéos, j'ai pas dormi, et à la fin, Nvidia est au même endroit que lundi dernier. Et vous et moi, on sait qu'on utilise toujours ChatGPT, donc on passe à autre chose. On passe au sujet de la France. Donc, le génie qui leur sert de Premier ministre a donc décidé de jouer à la roulette russe avec un pistolet chargé de 6 balles dans un barillet de 6 balles. Vote de confiance agendé le 8 septembre. S'il gagne, il passera pour un génie. Bayrou qui passe pour un génie. Et on va se le farcir encore des mois et des mois. Et tout le monde dira que c'est un demi-dieu. Un demi-dieu qui croule quand même sous les casseroles. Mais passons, c'est un autre sujet. Parce qu'en finalement, en France, pour être ministre, si vous n'avez pas de casserole, ça n'a aucun intérêt. En revanche, s'il se plante, la France n'a plus de gouvernement de nouveau et c'est pas comme ça qu'ils vont régler leurs problèmes de dette. Le FMI guette, l'Europe guette et les marchés, eux, ils ont pas aimé. Paris a donc décroché, les taux français ont pris l'ascenseur, mais pour l'instant, ça reste plus ou moins contenu, on va dire. Traduction, les investisseurs attendent de voir si Bayrou va transformer la 5e République en 5e cirque. Et ça pourrait bien arriver parce que ce matin, je suis tombé sur une nouvelle avec les socialistes qui sont déjà en train de fanfaronner en annonçant qu'ils voteront contre Bayrou et qu'ils sont prêts à gouverner. Les socialistes prêts à gouverner. C'est vrai qu'à l'époque de Flamby, ils avaient tellement été brillants
qu'on rêve vraiment de les voir revenir au pouvoir. Le problème en France, c'est que peu importe le parti, à gauche, à droite, au centre et dans les bords, c'est tous des bras cassés qui ont une priorité, leur compte en banque et leur cul. On n'a donc pas fini de rire sur le CAC 40 si à chaque fois qu'on parle politique, le marché se casse la gueule. Pendant qu'on se demande si Wall Street va s'en sortir et si les taux vont baisser aux États-Unis, eh bien la Chine fait son show. Le CSI 300 est monté de 10% au mois d'août, meilleure perf des grands indices mondiaux, plus fort que tout le monde, plus rapide que tout le monde. Pas vu ça depuis septembre 2024 quand l'indice avait flambé de 21%. Et tout ça alors que la guerre commerciale avec les USA est toujours là, planquée dans l'ombre, derrière le rideau, comme quoi quand Pékin décide d'allumer le moteur, Wall Street peut juste les regarder passer pendant qu'on joue au dé du pouvoir à Washington. Attention donc au retour de la Chine et surtout dans le secteur des semi-conducteurs et de l'intelligence artificielle. Et puis on notera aussi que le 3 septembre à Pékin, il y aura un énorme défilé militaire et tapis rouge pour Poutine, Kim Jong-un, et les mollahs iraniens et les généraux du Myanmar. En gros, l'anti-Occident se structure et c'est pas forcément un dîner de gala, c'est une démonstration de force envoyée en plein visage de Washington et Bruxelles. Et comme toujours, quand on aligne les chars, les fusées et les autocrates, les marchés savent qu'on n'est jamais à plus de 2 tweets d'une vraie crise. Méfiance donc quand même. Du côté économique, on retiendra qu'en Allemagne, les consommateurs ont le moral dans les chaussettes. L'indice JFK dégringole à moins 23,6. Troisième mois de Suisse dans le rouge, sur fond de chômage qui grimpe, de réformes promises qui n'ont jamais été livrées. Bref, les Allemands attendent toujours leur prince charmant politique qui ne vient pas. En Suisse, c'est pas mieux. Le baromètre UBS-CFA passe de plus 2,4 à moins 53,8 en un mois. Plongeon digne de l'or olympique, croissance à plat, exportation en rade, PIB à plus 0,1% au second trimestre. Même le COF s'écroule à 97,4. Traduction, on flirte avec la récession, mais on espère encore l'éviter. Autant dire que pour l'instant, on serre les fesses très fort. Et dans la zone euro, la BCE annonce la pause café après 8 baisses de taux. Plus que des ajustements marginaux sont en vue, mais au moins, ça se transmet puisque les prêts aux ménages et aux boîtes remontent. La masse monétaire, le M3, gonfle de 3,4%. En clair, l'argent circule, l'inflation reste sous contrôle et la BCE souffle enfin un peu. Et puis, vendredi, c'était Inflation Day avec le PCE. Il faut donc retenir qu'en juillet, les Américains ont encore sorti la carte bleue. Les dépenses ont grimpé de 0,5% par rapport à juin, légèrement en dessous des attentes, mais toujours plus que le mois précédent. Corrigé de l'inflation, ça reste un joli plus 0,3% contre un maigre plus 0,1% en juin. Bref, les consommateurs tiennent le marché à bout de bras, dopés par Amazon Prime Day, le Back to School et surtout les bagnoles qui représentent quand même l'essentiel du gain. Et les revenus, eux, ont progressé de plus 0,4% grâce au salaire, mais c'est la première fois depuis mars. Les Américains ont dépensé plus qu'ils n'ont gagné. On est donc officiellement entré dans le Buy Now and Cry Later à l'américaine. Côté inflation, rien de dramatique, mais rien de rassurant non plus. L'indice PCE, celui que la Fed adore, monte de 0,2% sur un mois et reste bloqué à 2,6% sur l'année. Le Core PCE gagne 0,3% sur un mois et grimpe à plus 2,9%. Ça ne s'emballe pas, mais ça reste quand même très collant. Et puis, il y a la star du mois, les biens durables, plus 1,9% en juillet, plus forte hausse depuis mars. Les Américains s'offrent des frigos, des SUV, des joujoux high-tech, comme si Trump leur offrait une ristourne. Mais attention, en parallèle, ils coupent dans les restos et les loisirs. On paye la voiture, on refait la cuisine, mais on oublie les vacances pour le moment. Les économistes appellent ça une stagflation light, croissance molle, inflation tenace et chômage qui commence à pointer le bout du nez. La vraie inquiétude, c'est que si les prix continuent de grignoter les budgets, la prochaine étape, ce sera une crise de l'emploi. Du coup, tout le monde attend que Powell lâche enfin le frein. Une baisse des taux est attendue en septembre, vous le savez. Et si vous ne savez pas, c'est que vous étiez sur une île déserte. Et puis une autre en décembre est attendue. Sinon, l'Amérique risque de passer du summer spending au winter freezing beaucoup plus vite que prévu. Et puis, la dernière nouvelle du moment, celle que l'on va décortiquer la semaine prochaine, c'est qu'une cour d'appel américaine a jugé vendredi que la plupart des droits de douane imposés par le président Trump étaient illégaux. La Cour d'appel des États-Unis pour le circuit fédéral de Washington DC s'est prononcée sur la légalité de ce que Donald Trump appelle les droits de douane réciproques, ainsi que sur les surtaxes douanières imposées en février à la Chine, au Canada et au Mexique. La décision de la Cour n'a aucune incidence sur d'autres droits de douane comme ceux visant les importations d'acier et d'aluminium. Et Donald Trump a estimé vendredi que cette décision de la Cour d'appel était erronée et a précisé que les droits de douane étaient toujours en vigueur. Je cite, « Tous les droits de douane sont toujours en vigueur ».
Une cour d'appel grandement partisane a dit aujourd'hui de manière erronée que nos droits de douane devaient être levés, mais ils savent que les États-Unis finiront par gagner. Donc cette décision devrait faire l'objet d'un recours auprès de la Cour suprême. Visiblement, Trump va passer beaucoup de temps à la Cour suprême. Pour le moment, on peut encore conclure que ça augmente encore un peu l'incertitude. La Chine, le Canada et le Mexique vont en profiter pour attaquer Trump sur sa crédibilité. Et tout se jouera devant la Cour suprême. Si Trump perd, sa meilleure arme commerciale s'évapore. Soulagement pour les chaînes d'approvisionnement et peut-être moins de pression inflationniste. Et s'il gagne, feu vert pour un protectionnisme XXXXL et les marchés devront avaler encore plus de tarifs et de couleuvres. Dans tous les cas, visibilité zéro pour les investisseurs, risque d'augmentation de la volatilité et augmentation du niveau de doute et d'incertitude. On adore ça pour le mois de septembre. Mais bon, tant que Powell baisse les taux en septembre, justement, ça devrait bien se passer. Si on regarde les performances de la semaine, alors vous voyez que l'or prend 3,28%, on frise les plus hauts historiques, on est au plus haut historique, je crois même. Vous avez derrière Shanghai qui gagnait 0,84%, le pétrole en hausse de 0,55%, le Nikkei qui racle 0,2% de performance sur la semaine et tout le reste est dans le rouge. Alors pas de beaucoup, hein. Le S&P 500 moins 0,10, le Nasdaq moins 0,19, le SMI moins 0,45, et puis en tête de peloton en bas, en dehors du Bitcoin, on a le CAC 40 qui perd 3,34%. Merci, monsieur Bayrou. Du côté de la Suisse, alors vous voyez, tête de pont, compagnie financière Richemont, suite aux déclarations de Swatch la semaine dernière, Amrise qui prend 2% parce qu'il y a quelqu'un qui veut racheter des actions Amrise, UBS qui fait rien, et tout le reste dans le rouge. Boum. Voilà, et ça finit avec Swiss Life Holding qui perd 4%, Kuehne+Nagel qui perd 3,73%. Pas de nouvelles spécifiques, on a juste parlé un petit peu de Novartis, de Roche, et grosso modo, relativement calme semaine du côté des vedettes, on verra ça tout à l'heure. Du point de vue technique, vous voyez que le SMI, on est toujours au-dessus de notre canal qu'on avait ici, hein, vous vous souvenez de ce canal dans lequel on était sorti il y a 2 semaines, on est toujours en dessus, donc c'est une bonne nouvelle, on tient la moyenne mobile des 200 jours, mais vous voyez, quand vous voyez la tronche du marché, si on zoome un petit peu là-dessus, vous voyez clairement que franchement, il se passe pas grand-chose parce que sur une semaine, on a un plus haut à 12 268 et un plus bas à 12 110. 200 points de marge sur le SMI, c'est très très chiant et il ne se passe pas grand-chose pour le moment, mais la bonne nouvelle, ce qu'on retiendra, c'est qu'on est au-dessus de la moyenne mobile des 200 jours, cette moyenne mobile qui est la moyenne verte qui passe par ici et qui est très très plate et qui résume bien l'emmerdement maximum dans lequel on est sur le SMI pour l'instant. Le S&P 500 qui a fait un plus haut historique juste après les chiffres de Nvidia, donc c'était jeudi soir, on a terminé à 6501 points, on termine la semaine après un repli vendredi soir puisqu'on termine à 6461. La tendance haussière est toujours bien installée sur le S&P 500, tant qu'on ne casse pas cette tendance qui passe en ce moment largement au-dessus de la moyenne mobile des 50 jours qu'on a en rouge ici. Ils vont dire que tant qu'on va pas en dessous des 6400, pour l'instant, il n'y a pas de question à se poser sur l'affirmation de la tendance du S&P 500. Le Nasdaq, plus ou moins pareil, un peu moins dynamique. C'est clair que quand vous avez Nvidia qui veut pas, c'est un peu plus compliqué d'être euphorique sur la techno. Vous voyez que si on essaie de tirer une tendance à court terme, on est aussi en dessus de cette tendance, mais vous voyez que c'est un peu plus difficile de repartir à la hausse parce qu'effectivement, quand vous avez un Nvidia qui représente quand même 8% du S&P 500 qui ne veut plus avancer, eh bien, c'est difficile de faire avancer la charrette. Le semi-conducteur index, alors là, c'est hyper vite fait. Le canal latéral, on est toujours dedans. Et vous voyez que pour l'instant, pim pam poum. Hein, là, on revient globalement. On a la moyenne mobile des 50 jours qui fait office de support. Mais si on casse, on va revenir sur le bas du canal pour retrouver la force, pour redynamiser. Et là, pareil, de nouveau, l'impact de Nvidia. Si vous supprimez Nvidia, ça va être difficile d'avoir un moteur qui fait avancer le marché. D'ailleurs, la dernière séance de la semaine sur le SOX, eh bien, Nvidia a perdu 3%. Donc le SOX finit dans le pâté. La France, dont je vous parlais tout à l'heure, vous voyez que là, on tient aussi les moyennes mobiles. Enfin, la moyenne mobile des 200 jours, on a cassé la moyenne mobile des 50 jours déjà. Il faudra pas qu'on aille en dessous, mais c'est vrai que ce qui nous attend sur la France n'est pas très réjouissant. Donc, j'ai un peu l'impression quand même qu'on pourrait facilement à un moment donné repartir chercher les 7500 sur le CAC. Mais là aussi, on a un canal latéral qui fait qu'on est coincé là-dedans. Il faudra trouver les moyens pour en sortir d'un côté ou de l'autre. Alors attention, le 8 septembre, il y a donc ce vote de confiance pour François Bayrou. Et puis le 10, la France sera apparemment totalement bloquée.
Donc ça devrait pas forcément aider à rebondir sur les marchés. Donc surveillez la moyenne mobile des 200 jours. Si on casse, on peut aller chercher facilement 200 points plus bas sur le CAC. Du côté du DAX, c'est pas exceptionnel, on s'ennuie profondément. On a un support qui passe ici par les 23 720, il faudra racheter si on vient taper ce niveau-là, ce sera un niveau d'entrée pour continuer à jouer la légère tendance haussière qu'on a sur le DAX en ce moment, mais on peine à trouver les raisons de s'emballer sur l'indice allemand. Et puis on termine avec les futurs qui ne font pas grand-chose pour l'instant. Vous voyez on oscille entre des 63 et des 65. On hésite entre l'Ukraine, entre l'économie qui ralentit ou qui ralentit pas. Et enfin bref, on a de la peine à prendre une direction. J'ai envie de dire que pour l'instant, c'est plutôt... On essaie de rebondir, mais les rebonds sont de moins en moins violents. Et on sait que dans la discussion et dans les discussions de paix que Trump aimerait avoir avec Poutine, ça l'arrangerait quand même que le baril revienne vers les 60, parce qu'on sait que sur les 60, eh bien, monsieur Poutine sera quand même mal embranché sur les marchés. Donc il faudra faire attention à ça. C'est un point assez important pour la Russie. Je ne serais pas étonné qu'on voit une faiblesse du pétrole ces prochains temps. Dans les vedettes de la semaine, c'est assez maigre cette semaine, mais on commence tout de suite avec Novartis, puisque Novartis vient de poser 30 millions sur la table pour s'acheter un ticket de l'auto biotech chez BioArctic. La cible, eh bien, c'est un traitement là, dans la neurodégénérescence, mais pour l'instant, on n'en sait pas plus. Le deal, c'est que Novartis regarde les datas, puis il décidera s'il sort la carte bleue pour de vrai. Si ça passe, BioArctic pourrait toucher jusqu'à 772 millions de dollars en milestone, plus des royalties sur les ventes mondiales. Traduction, pour l'instant, c'est un chèque d'entrée au casino des biotech. Si ça marche, BioArctic touche le jackpot. Si ça foire, Novartis aura perdu l'équivalent d'une semaine de budget café. Vous avez le graphique de Novartis sous les yeux. Alors, c'est assez intéressant. Depuis qu'on a tapé la résistance, on n'a pas réussi à passer en dessus. Et on est sur les hauts 102, là, sur les hauts 100, vous voyez. Mais on est vraiment dans ce canal. Donc, la décision de ces prochains jours, ce sera de savoir si Novartis arrive vraiment à entamer une nouvelle session en direction des 110, ou alors est-ce qu'on va de nouveau se redégonfler pour repartir dans un premier temps sur la moyenne mobile en direction des 94. Ça sera assez intéressant à observer d'un point de vue technique. Chez Roche, eh bien, eux, ils musclent leur jeu aux États-Unis avec Genentech. Ils viennent de lancer un chantier XXL en Caroline du Nord. Objectif, une usine de 650 000 m² dédiée au traitement contre l'obésité. 650 000 m², c'est monstrueux. Le ticket d'entrée, plus de 700 millions de dollars. Et livraison prévue en 2029 avec 1900 jobs créés à la clé. Cette brique supplémentaire s'inscrit dans le plan de 50 milliards que Roche balance dans ses usines et son R&D aux États-Unis. Traduction, quand il s'agit de l'obésité, Big Pharma sort le béton et les milliards parce que le marché est aussi énorme que le problème. Et puis c'est aux States, ça va faire plaisir à Trump. Du côté du graphique, pas grand-chose. À l'image du SMI, on s'emmerde. On tient la moyenne mobile des 50 jours pour l'instant. C'est ce qu'il faut surveiller. Sinon, on risque de retourner en direction des 246, 245. Et puis, l'objectif à la hausse, ce serait d'aller chercher les 268 sur la moyenne mobile des 200 jours. Ce qui n'est pas très passionnant pour le moment. Swatch a enfin offert un peu de spectacle en bourse. Mardi, le titre a explosé pendant que le reste du marché somnolait à plus 0,2%. Pourtant, le titre reste un cancre, puisque depuis janvier, on est à moins 9%. Le coup de fouet de la hausse de cette semaine vient d'une téléconférence rassurante. Aux États-Unis, les ventes sont à plus 20% depuis juillet, malgré des hausses de prix de 5-8%. Et Nikkei Hayek s'autorise même une deuxième salle de plus 5 à 10% sur les prix pour compenser les droits de douane de 39% imposés par Washington. Autrement dit, taxez-nous tant que vous voulez, on s'en fout. De toute façon, c'est le client qui paye. En Chine, ça va un peu mieux, mais doucement, on déstocke, ça repart mollement. Et l'histoire de la pub qui était jugée raciste, on en parlait la semaine dernière, aucun impact sur les ventes, tout le monde s'en fout. Et Dixit, la direction. Résumé, Swatch reste à la traîne depuis le début de l'année, mais cette semaine, Hayek a réussi à convaincre Wall Street et Zurich que la montre tourne encore. Ça n'a pas forcément duré très longtemps, et sur la semaine, le titre ne fait strictement rien. Alors vous voyez ce que je vous disais, on ouvre le lundi, on fait rien. Le mardi, on explose. On va chercher les plus hauts quasiment en quelques séances sur les 154 et on redescend. Et on finit à 144,30 plus ou moins là où on a entamé la semaine. Donc pour l'instant, c'était bien, mais c'était un coup d'épée dans l'eau, un pétard mouillé. Et vous voyez que cette résistance de la moyenne mobile des 200 jours, c'est quand même un sacré emmerdement sur le graphique, parce que ça fait un moment qu'on n'arrive pas à la passer. Mais en revanche, si un jour ça se décompte et puis que ça commence à casser à la hausse, alors là, attention, le mouvement pourrait être quand même
spectaculaire. C'était grosso modo tout ce qu'il y avait à dire sur les vedettes de la semaine. C'était très calme sur la Suisse. Et puis, on attaque donc avec le en vrac de la semaine, avec Epic Suisse, qui annonce une hausse des loyers et de la rentabilité au premier semestre, portée par les revalorisations. C'est à la mode dans le marché immobilier. La direction confirme ses perspectives financières pour l'ensemble de l'année. Highlight Event and Entertainment va accueillir CSL Mindset comme nouvel actionnaire majoritaire. Le groupe prévoit d'injecter 300 millions de francs via une augmentation de capital. Metalzug a vu ses revenus chuter de moitié et enregistre une perte nette de plusieurs millions. La société pointe du doigt un contexte macro et géopolitique toujours très incertain. Stadler Rail a signé un contrat de 94 millions de francs avec Stockholm Transport. Les livraisons commenceront en 2027 pour une mise en service en 2028. Vartech Invest a plus que doublé son bénéfice net sur 6 mois, atteignant près de 20 millions de francs. Le groupe immobilier confirme ainsi sa dynamique positive. Arbonia affiche des revenus et une rentabilité en hausse au premier semestre. Le management prévoit une nette accélération sur la seconde partie de l'année. Flughafen Zurich a largement dépassé les attentes au premier semestre. La direction confirme sa confiance pour la suite de l'exercice. Intershop a vu ses revenus bondir grâce aux revalorisations immobilières. Là encore, le groupe zurichois maintient ses objectifs pour 2025. Kudelski creuse encore ses pertes, plombé par une restructuration qui n'en finit pas. La société vise néanmoins un retour à la rentabilité en 2026. Et TX Group enregistre un repli généralisé sur l'ensemble de ses activités. Ni le rachat d'actions, ni la perspective d'une IPO de Swiss Marketplace Group n'ont convaincu les investisseurs. Vetropac n'a généré que la moitié du bénéfice attendu. Les frais de restructuration liés à la fermeture de l'usine de Saint-Pré pèsent lourdement. VP Bank a presque triplé son bénéfice net sur 6 mois. Les mesures d'économie mises en place l'an dernier portent leurs fruits. Givaudan a annoncé le départ en 2026 de son directeur général Gilles Andrier, remplacé par Christian Stamkötter. Le groupe vise désormais une croissance organique de 4 à 6% par an jusqu'en 2030. Accélérons améliore ses résultats semestriels dans toutes les divisions. Le groupe a cependant légèrement revu à la baisse sa marge opérationnelle. Bioversis obtient de l'EMA le statut de traitement orphelin pour sa combinaison contre la tuberculose, une étape importante dans son développement clinique. Cosmo décroche un avis positif en Europe pour son médicament Winlevi contre l'acné, une nouvelle étape vers une commercialisation plus large. Stadler Rail, encore eux, a amélioré sa rentabilité opérationnelle et son bénéfice net. Malgré ça, le marché reste prudent face au secteur ferroviaire. Vaudoise Assurance poursuit sa croissance au premier semestre. Les primes non-vie progressent fortement, portées par la clientèle d'Outre-Sarine. Ascom a noué un partenariat stratégique avec Avassour dans les soins virtuels. Leurs systèmes seront désormais intégrés pour renforcer l'offre hospitalière. Cham Swiss Property publie pour la première fois ses résultats depuis la fusion de Cham Group et de Ina Invest. Le nouveau groupe dégage un bénéfice de 144 millions porté par les revalorisations. Jungfrauban a profité d'un afflux massif de passagers au premier semestre. Le chiffre d'affaires grimpe de 5,7% à près de 150 millions de francs. Au prix du ticket pour la Jungfrau, tu m'étonnes. Peer Air Mobility passe d'une perte de 172 millions à un bénéfice net de 739 millions d'euros, une amélioration spectaculaire sur un an. Software One souffre d'un recul de ses recettes dans presque toutes les régions. La fusion avec Crayon et la force du franc pèsent sur la rentabilité. Compagnie financière Tradition publie des résultats en hausse au premier semestre. L'activité a profité d'une forte volatilité sur les marchés. Gavazzi annonce la fermeture progressive de son usine de Malte. Les détails concernant l'impact social ne sont pas encore communiqués. DKSH obtient les droits exclusifs de la distribution à Singapour pour un traitement Eli Lilly contre le diabète et la perte de poids. Aucun détail financier dévoilé. Edison voit sa production bridée par divers facteurs au premier semestre. La perte nette atteint près de 3 millions de francs. Plaza enregistre une forte progression de ses revenus et un bénéfice net en hausse de 24%. Hors revalorisation, la croissance atteint même 34%, ces fameuses revalorisations. Santhera signe un accord avec Icris Pharma pour distribuer son médicament Agamree en Inde. Ce traitement cible la myopathie de Duchenne. Et c'est ce que l'on pouvait dire cette semaine en général. Pour ce qui est de celle qui arrive, eh bien, on va parler décisions juridiques sur les droits de douane. Et puis, c'est la semaine de l'emploi aux États-Unis. Une semaine de 4 jours puisque lundi, c'est fermé. Mais vendredi, nous aurons les NFP qui seront plus ou moins un des derniers chiffres qui pourraient faire douter la Fed. Mais franchement, personne n'y croit. Je vous souhaite une excellente fin de week-end. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter cette vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, histoire de ne pas rater les prochaines vidéos, justement.
En ce qui me concerne, je vous retrouve lundi matin, pour un nouveau Morning Bull Live, même si c'est Labor Day. D'ici là, belle journée. Bye bye!